Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée sur la Costa Blanca alicantine. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission Amicalement Vôtre, c'est Radio UA et aujourd'hui vraiment une date importante dans la mémoire de l'un de nos invités. C'est le 8 mai 2018 et nous avons aujourd'hui parmi nous Monsieur Boris Cyrulnik, éthologue, neuropsychiatre, psychanalyste français, que nous avons la chance d'accueillir parmi vous. Vous le connaîtrez sans doute peut-être d'une manière indirecte. Le terme résilience vous dit-il quelque chose ? Il y a à peine quelques semaines, dans les journaux espagnols, il y avait donc l'agence EFE, qui correspond à France Presse, nous disait que c'est le mot le plus recherché sur le net en Espagne. C'est quand même quelque chose, on va en parler aujourd'hui, on va également aborder d'autres sujets, puisque nous nous retrouvons dans le cadre du séminaire international du groupe de recherche Middle, lié à la mémoire et aux identités littéraires. Et pour nous accompagner également, nous avons deux professeurs vraiment liés à ce groupe de recherche qui sont Amélia Peral de l'Université d'Alicante et venu d'un peu plus loin, Monsieur Jesús Camarero de l'Université du Pays Basque. Deux éminents chercheurs également qui vont nous accompagner et accompagner Monsieur Boris Cyrulnik. Et je crois que je vais vous céder la parole directement. Céder la parole d'abord peut-être à Monsieur Cyrulnik, conteur à la voix douce, enveloppante et délicieusement régressive comme on le dit. Et je lui souhaite vraiment la bienvenue chez nous à Alicante. Merci de me présenter comme ça. Ce que vous venez de dire, c'est ce qui caractérise la voix des crooners. C'est-à-dire qu'ils sont des basses fréquences. Les basses fréquences sont envoûtantes. Je vous donne le conseil, ça peut vous être utile. Je vais noter tout de suite, immédiatement. Et donc, je ne voudrais pas oublier aujourd'hui non plus notre technicien, super technicien, Carlos Guillem, et une musique magnifique. On a changé aujourd'hui la musique de notre générique, spécialement parce qu'on a un compositeur de l'Université d'Alicante, Monsieur Benjamin Sun, c'est un nom artistique, qui a composé cette magnifique mélodie pour nous accompagner, qui a quelque chose de résilient, de beau. Et peut-être s'agirait-il tout d'abord de faire une petite définition du terme résilience. Qu'est-ce que la résilience ? Nous avons beaucoup de personnes qui vont nous écouter à l'Université d'Alicante et même ailleurs, puisque les podcasts sont à notre disposition sur Radio UA et sur les nets, sur les réseaux sociaux. Maintenant, on passe en direct. On est à la télé également sur Facebook et peut-être même sur, m'a-t-on dit, la télévision de San Vicente. Donc, c'est déjà pas mal. La définition du mot résilience est simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme psychique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. Ce qui est compliqué, c'est de découvrir les facteurs de résilience, ce qui permet de déclencher un processus de reconstruction de soi. Et là, il y a des facteurs biologiques, affectifs, psychologiques et surtout socioculturels. Et là, il faut se mettre en équipe pour répondre à la question parce qu'on ne peut pas tout apprendre. En revanche, on peut faire un groupe de recherche interdisciplinaire, c'est ce que je fais depuis une trentaine d'années, et contrairement à ce qu'on nous disait, ça marche très bien. Oui, juste une petite question, c'est que je pensais déjà depuis un certain temps à ce séminaire, et je me disais, et en fait en raison de mes lectures par rapport à vos recherches, y a-t-il des personnes plus résilientes que d'autres, et cela est-il sans doute lié à des facteurs également génétiques, parce que j'y crois fermement. Alors, il y a des personnes plus résilientes et plus facilement résilientes que d'autres, et c'est dû à une construction constante de la personnalité, c'est-à-dire qui inévitablement part de la génétique, parce que vous avez sûrement oublié qu'à l'origine de vous-même, monsieur, il y a eu un spermatozoïde, et vous n'y pensez pas. Et quand ce spermatozoïde a rencontré un ovule, le déterminant était forcément génétique. Mais très tôt, l'épigenèse, c'est-à-dire que la construction et les rencontres de ces deux gamètes a subi l'influence du milieu, et à ce moment-là, c'est une épigenèse, c'est une construction constante qui arrive jusqu'à la parole. Entre le 20e et le 30e mois, tout enfant, quelle que soit sa culture, parle au cours de cette période précise du développement. Et une fois qu'on parle, on crée le monde des mots, le monde des représentations verbales, le monde des récits, le monde des croyances, qui n'a plus rien à voir avec la génétique. Donc oui, vous avez raison de croire à un déterminant génétique, mais vous avez raison aussi de croire que ce n'est pas le seul déterminant. Ce n'est pas le seul, et d'ailleurs, vous avez fait preuve de résilience dans votre vie.
tout comme d'autres personnes, et vous travaillez là-dessus peut-être en raison de votre expérience. On parlait du 8 mai 1945, une date symbolique. Que représente-t-elle pour vous ? C'était la libération, c'est-à-dire que la fin de la guerre. Pour moi, puisque ma famille était juive d'Europe centrale et a disparu, presque toute ma famille a disparu pendant la guerre, j'ai été arrêté et emprisonné par la Gestapo française associée avec l'armée allemande. J'avais 6 ans et demi et j'ai réussi à m'évader. Et après la guerre, personne ne voulait me croire. Et donc on me disait, puisque tu n'as pas de famille, c'est pas la peine que tu fasses des études, tu seras garçon de ferme. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je voulais déjà devenir psychiatre, ce qui n'est pas tout à fait normal. Déjà, c'est un signe de pathologie. C'est-à-dire que, surtout à cet âge-là, ce n'était pas normal. Mais je voulais devenir psychiatre pour comprendre pourquoi il y avait eu la guerre et pourquoi on avait massacré toute ma famille, pourquoi on avait voulu me tuer, pour des raisons que j'ignorais. Donc ça m'a rendu complètement psychiatre. Et j'ai décidé de faire des études, mais on me disait tu ne pourras pas en faire parce que tu n'as pas de famille. Et aujourd'hui encore, quand j'entends dire d'un enfant, regardez d'où il vient, regardez sa famille, regardez de quel quartier il vient, ça me blesse personnellement parce que c'est ce que j'ai entendu quand j'étais enfant. Oui, nous allons céder la parole à nos autres invités. Simplement peut-être vous demander un petit peu de quoi sera-t-il question après cette émission. Vous avez une conférence, la conférence de clôture de ce séminaire, et vous allez aborder la question de la résilience narrative. Est-ce que vous pouvez nous avancer quelque chose ? Alors oui, il y a certainement un facteur génétique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même si il est juste à l'initiation de la personne. Mais l'essentiel, dès qu'on arrive au monde de la parole, c'est-à-dire dès le 30e mois, les déterminants dépendent de nos récits. Or, quand il y a des récits qui condamnent, la résilience est très difficile. Par exemple, aujourd'hui, si une femme est agressée sexuellement au Proche-Orient, elle est chassée de sa famille et elle est chassée de sa culture. Donc je pense que pour elle, la résilience sera à peine possible. En revanche, si on l'entoure, si on la sécurise affectivement, puis ensuite, si on lui donne la parole, si elle veut, à ce moment-là, on pourra déclencher moins difficilement un processus de résilience. Donc c'est pour ça que je proposais cet exposé de résilience narrative, parce que la manière de parler peut aider un processus de résilience ou peut aussi l'empêcher. Attention donc à nos mots, à nos paroles. Amélia Peral, Jesus Camarero. Bon, je crois que nous sommes des philologues, nous venons de la faculté de lettres et nous aimons la littérature. La littérature, c'est notre domaine de recherche. Et puis, lorsqu'on a fait le cours de recherche ici, lidéré par Amélia à l'Université d'Alicante, on se pose toujours le travail, le projet de faire des choses qui ont une certaine transversalité dans le domaine des sciences humaines. Et aujourd'hui, on est arrivé à la résilience parce que nous, on considère que la résilience, elle est très intéressante du point de vue neuropsychiatrique, mais aussi du point de vue, si vous voulez, narratif, littéraire, parce qu'il y a des récits, comme je me souviens de 2010 de Cyrulnik, où il raconte d'une façon certainement littéraire à quoi ça consiste et son problème psychique et sa résilience. Et à partir de là, si vous voulez, du point de vue littéraire, théorique et narratif, nous avons entrepris une recherche pour savoir pourquoi ce registre narratif a de relations avec le processus de résilience. Je crois que c'était très intéressant de savoir, et bon, hier et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé très dur au séminaire pour savoir à quoi ça consiste. Oui, il y a des chercheurs venus de part et d'autre d'Europe. Oui, de Barcelone, Pays Basque, Pologne, bon, c'est quand même... D'ailleurs, nous avons eu, je t'interromps 2 secondes, parce que évidemment, nous avons eu l'occasion hier de partager un récit avec une collègue membre de ce groupe aussi, qui s'appelle Johanna Partika, qui vient précisément de Varsovie. Et hier, elle a raconté pour la première fois l'expérience vécue par son père. Son père a réussi a été survivant de 2 ghettos
Radomsko et Varsovie, et n'en avait jamais parlé, c'est-à-dire ne voulait pas en parler. Mais ce n'est pas simplement son père qui n'en avait pas parlé, parce que moi, j'ai tenu absolument à la remercier, parce que, évidemment, pour nous, Johanna a voulu partager ce témoignage, c'est-à-dire elle comme fille, comment elle l'a vécu, comment elle l'a ressenti, et comment son père a voulu ensuite en parler, mais bien des années plus tard. Elle a dit que c'était dans les années 80, etc. Donc, comme tu disais, Jesus, évidemment, pendant ce séminaire, on a eu l'occasion de voir plusieurs aspects de cette résilience. Il y a toutes sortes de témoignages, on voit comment elle débute. On a vu chez certains écrivains, à un moment donné, ça se déclenche, ce besoin de la dépasser. Bien des fois, on l'a vu à travers la littérature, par exemple, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, on a soudain besoin de s'exprimer, et c'est une voix qui le permet. Monsieur Cyrulnik. Le besoin existe tout de suite, mais c'est pas possible de l'exprimer, parce que c'est difficile émotionnellement, le sujet a du mal à le dire, et parce que son milieu et sa culture le font taire. Et dès l'instant où des écrivains ou des témoignages commencent à en parler, la parole redevient possible, et à ce moment-là, beaucoup de gens qui avaient le désir d'en parler depuis 30, 40 ou 50 ans, la parole leur est enfin donnée, et là, ils peuvent s'exprimer parce que les récits culturels ont changé. C'est qu'après le silence, après le blocage, il y a le récit, et ce récit, c'est une action. C'est une action qui va transformer. Ça va donner l'occasion au sujet, à l'individu de changer, de trouver une solution à son problème. C'est la troisième personne que vous trouvez dans votre récit et qui va dépasser la situation de la première personne qui était problématique. Bien, je crois que évidemment on en est arrivé à ce stade. Moi, je voudrais reprendre une phrase de Boris Cyrulnik qui me semble, c'est-à-dire elle résume parfaitement ce besoin d'une certaine manière, et c'est lorsqu'il dit « Je suis né 2 fois. Ma seconde naissance, elle est en pleine mémoire. Mon histoire est née cette nuit-là. » Alors, est-ce que vous voyez un petit peu, vous nous avez déjà avancé un petit peu cette idée, mais vous voyez nous en dire davantage? Eh bien, on me dit que je suis né le 26 juillet 1937, mais je n'en ai aucune mémoire. On me le dit, c'est-à-dire que déjà c'est un récit d'alentour qui me dit ma date de naissance. C'est-à-dire que si je commence mon autobiographie en disant ma date de naissance, c'est plus déjà l'autobiographie, c'est l'hétérobiographie, c'est les autres qui me disent ma date de naissance. En revanche, je suis né une 2e fois le jour de mon arrestation, au petit matin, quand j'ai été arrêté par 6 hommes armés, entourés de l'armée allemande. Et cette nuit-là, j'ai compris pourquoi on avait tué ma famille et pourquoi on voulait me tuer, parce que j'étais juif. Mais je ne savais pas ce que voulait dire ce mot, puisqu'il n'y avait plus de juifs autour de moi, ils étaient tous à Auschwitz, ou ils étaient tous dans l'armée française, ou ils étaient tous dans la résistance. Donc autour de moi, il n'y avait que des chrétiens qui s'occupaient de moi et qui ne m'avaient pas dit que j'étais juif, parce que c'était la guerre, et s'ils me l'avaient dit, j'aurais été à nouveau dénoncé et arrêté. Car vous avez été dénoncé par le frère de la femme qui vous a accueilli. Alors, je l'ai peut-être mal écrit parce que beaucoup de gens me disent ça. J'ai cru comprendre. Voilà, vous avez cru comprendre probablement parce que j'ai mal écrit. Je n'ai pas été assez clair. Et en fait, le frère de la femme qui m'a caché est venu un jour chez elle avec un ami. Et cet ami était scout. Et cet ami-là, c'est lui qui m'a dénoncé. Ensuite, après la guerre, il est devenu pharmacien, et je sais qui c'est. Mais c'est pas le frère de la femme qui m'a caché, c'est l'ami du frère de la femme qui m'a caché. C'est déjà autre chose. C'est déjà autre chose. Oui, ça avait l'air un peu douloureux, et vraiment, c'était une histoire qui était plutôt belle du point de vue de l'accueil que vous aviez, enfin, de cette femme qui vous a réceptionné, qui a d'ailleurs gardé les bijoux de votre mère pour vous les rendre un jour. C'est exact? Oui, c'est mystérieux ça, parce que les Juifs savaient qu'ils allaient tous mourir, notamment au ghetto de Varsovie. Ma femme a eu, comme elle était médecin, et elle a eu comme professeur dans un centre de recherche à l'INSERM le docteur Ilian Apfelbaum. Son père était un des rares survivants du ghetto de Varsovie. Il y a eu 500 000 Juifs enfermés dans ce ghetto, et il y a eu 150 survivants. Tous les autres ont été tués et sont morts.
Et il y en a 3000 qui, comprenant qu'ils allaient mourir, ont préféré mourir dignement. Donc ils ont acheté des revolvers aux chrétiens polonais, aux communistes polonais, parce que personne ne voulait leur donner des armes. Et ils ont acheté 30 revolvers. Et ils ont déclenché la révolte contre 30 000 soldats avec des chars, des canons, des mitrailleuses et des lance-flammes. Et sur 500 000 habitants du ghetto, il y a eu 150 survivants, dont le père de cette femme que je ne connais pas, et dont le père du professeur Apfelbaum, qui a été le professeur de ma femme. Donc vous voyez, le monde est tout petit. Il ne faut pas faire de mal parce que ça va se savoir. On ne sait jamais. Ça va se savoir, ça sait jamais. On ne sait jamais où on peut en être. Ouais, je voudrais ajouter à mon tour également une citation en provenance d'autobiographie d'un épouvantail. Un titre bien sympathique dans laquelle plutôt vous dites « Retrouver les indices de son passé, c'est recoller les morceaux du moi brisé ». C'est ça. L'épouvantail, c'était moi, quand j'étais enfant, parce que quand on me disait quelle est ta famille, je ne pouvais pas répondre. De quel pays tu viens, je ne pouvais pas répondre. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de famille, je ne pouvais pas répondre. Donc j'étais un épouvantail, où quand je racontais ce qui m'était arrivé, les gens éclataient de rire, les adultes éclataient de rire, et les enfants ne me croyaient pas, ça leur paraissait incroyable. Donc j'étais un épouvantail. Et la recomposition que je me suis faite après enquête, ce ne sont que des morceaux de vérité. J'ai cherché, j'ai pas tout dit, hein. J'ai pas parlé de ma femme, j'ai pas parlé de mes enfants, j'ai pas parlé de mes fantasmes. Ça reste entre nous, hein. Ça, ce sera pour après, quand on sera pas en antenne. Donc j'ai pas parlé de tas de choses de mon monde intime. En revanche, j'ai parlé de morceaux de vérité qui restent dans ma mémoire et que j'ai agencés sous forme de récit. Parce que si j'avais gardé que des morceaux de mémoire, ça aurait été disloqué comme un schizophrène. Ça aurait été des morceaux incohérents. Donc j'étais contraint à en faire un récit pour donner cohérence à ces morceaux de vérité. Mais un autre à côté de moi, dans la même situation, aurait eu d'autres mémoires, d'autres sensibilités, d'autres souvenirs, et il peut très bien faire, il a fait un autre récit du même événement où on était. C'est-à-dire que personne n'a menti, mais chacun a fait sa chimère. Dans une chimère, tout est vrai. Les pattes sont d'un lion, le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle. Tout est vrai dans la chimère, qui est un animal imaginaire. Et on est contraint à faire un récit pour donner cohérence. Mais le récit, on se fait chacun, on est créateur de son autobiographie. Et je pense même que toute vision du monde est un aveu autobiographique. C'est très beau, je crois qu'on va retenir certaines de ces phrases pour nos recherches postérieures, sans doute. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, puisqu'en fait, pas mal des écrivains que nous avons retrouvés, effectivement, qui racontaient un petit peu leur vie à travers ce besoin de libérateur de l'écriture, de cette résilience littéraire ou liée à l'écriture, eh bien, qui ont été accusés parfois aussi de manque de vérité, alors que, il s'agit surtout de vraisemblance et d'une manière d'entendre le monde et de reconstruire ces morceaux dont vous parlez. Elie Wiesel a eu cette critique. Romain Gary a eu cette critique. Beaucoup, mais c'est inévitable. Si vous écrivez votre autobiographie à l'âge de 20 ans, est-ce que vous allez faire le même récit qu'aujourd'hui? Si aujourd'hui on vous demande d'écrire votre autobiographie, vous n'aurez pas la même mémoire. Des souvenirs surajoutés vont modifier les souvenirs anciens. Donc, sans mentir, vous allez changer d'autobiographie. Donc, ça veut dire que la mémoire saine est évolutive. Mais c'est plein d'espoir, c'est plein d'optimisme. Ça explique la possibilité de psychothérapie et ça explique aussi la possibilité de résilience par l'écriture. Puisque, en écrivant, je peux modifier la représentation de ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai un degré de liberté, mais je peux changer le récit que je fais sur ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si peut-être Jesus voulait ajouter quelque chose à... Oui, mais sur l'écriture, sans doute, il faudrait dire beaucoup de choses, parce que l'écriture, c'est d'abord une représentation. Et parce qu'on n'a pas dit que Jesus est aussi écrivain.
Bon. Ça, je le dis là comme ça, en petit comité, on n'est pas arrivé encore au fantasme. Et l'autobiographie, ça m'intéresse beaucoup comme genre littéraire, sans doute. Et parce que j'ai un grand maître qui est Georges Gustave, qui a fait une philosophie énorme sur l'autobiographie. Mais l'écriture, c'est la représentation. Et ça c'est occuper la place de quelque chose, c'est le signe. Mais c'est aussi la distanciation, du côté herméneutique. La distanciation. C'est que l'écrivain, lorsqu'il écrit, il prend une distance. Il a créé une distance par rapport à la réalité vécue, traumatique. Et alors, il commence à faire une thérapie à ce moment-là. Mais le lecteur, lorsqu'il prend ce récit et qu'il lit, comme disait le grand maître Gustave, si vous lisez l'autobiographie, vous allez trouver la vie d'un écrivain, vous allez faire la comparaison avec la vôtre, et vous allez faire, vous allez améliorer votre vie au niveau moral, parce que de cette comparaison, il y aura quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'il y a un double fait de représentation et de distanciation qui permet, et pour moi par exemple, de lire votre livre, je me souviens, il y a 2 ans, et voir ce que vous avez fait, et quel a été votre problème, votre résilience. Et moi-même, je peux trouver de repères pour ma vie et pour mon existence. Et quoi que ce soit, la situation dans laquelle je me trouve. Et ça, je crois que c'est d'abord la merveille de l'être humain qui manifeste des possibilités de création incroyables, parce que l'être humain, il est incroyable, mais aussi en même temps, le lecteur, la personne, n'importe qui, chez nous à l'université d'Alicante, qui va trouver des choses merveilleuses dans n'importe quel récit de ce type. Oui. Et là, lorsque Ressus a dit que l'être humain nous sommes des êtres merveilleux, etc., Boris, j'avais relevé ici aussi une phrase de M. Cyrulnik lorsqu'il dit « Les êtres humains sont passionnants parce que leur existence est folle ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Est-ce vrai? Mais oui. Imaginez qu'on ne soit pas fou. On serait des machines. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a un aspect machine en nous. Il y a des neurones, il y a de l'électricité, il y a de la chimie. Je veux bien, mais je ne veux pas n'être qu'une machine. Et dès l'instant où on accède au monde des mots, j'ai un degré de liberté. Donc je peux très bien faire un récit, l'adresser à un lecteur imaginaire. Je peux très bien faire un récit pour me venger, Primo Levi, qui est anti-résilient. Parce que à ce moment-là, Primo Levi répète l'horreur, et il dit mais pourquoi on me fait répéter la même chose, et il finit par se suicider. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Parce qu'il n'a pas fait un travail de remaniement, alors que s'il avait choisi un lecteur imaginaire, l'ami parfait, le lecteur qui va me comprendre, je vais lui raconter et je vais chercher à le convaincre, à la convaincre, à lui expliquer ce qui m'est arrivé. Là, il n'y a pas un travail de vengeance. Il y a un travail de compréhension, un travail de remaniement de la représentation de ce qui m'est arrivé. C'est ce que vous avez dit à l'instant. Et à ce moment-là, c'est un facteur de résilience. Mais si on écrit pour répéter l'horreur, on est sur le chemin du syndrome psychotraumatique, et c'est ce qui est arrivé à Primo Levi, il s'est suicidé. Et qu'est-ce qui se passe donc avec des écrivains, comme par exemple, on en parlait aussi ce matin, Sarah Kaufmann, qui était philosophe, et qui finalement, lorsqu'elle a publié Rue Ordonnaire, Rue là-bas, c'est quelques mois plus tard, elle s'est suicidée. Oui. Donc ce processus de résilience n'a pas eu lieu non plus. Non. Et c'était une philosophe, une très bonne, très agréable philosophe. Sur le plan humain, elle provoquait l'affection de tous ses étudiants, mais il y avait un travail intime qu'elle n'a pas fait. Et Georges Saint-Proun, français, espagnol, on dit Saint-Proun, hein, on dit Georges Saint-Proun. Georges Saint-Proun, dans un premier temps, veut faire comme Primo Levi, il veut témoigner. Et il est de plus en plus mal. Il raconte l'horreur, il raconte son arrestation, il raconte l'horreur, il est de plus en plus mal et il écrit « Je suis obligé d'arrêter parce que mes brouillons saignent ». Et ce n'est que 20 ans après qu'il dit « Je peux quand même pas me taire, il faut quand même que je raconte ce que le nazisme a fait à la condition humaine, mais je ne peux pas le dire comme Primo Levi sous forme de témoignage, il faut que je le dise sous forme de roman ».
Et là, mais c'est un roman qui est un remaniement, c'est un roman chimérique, qui ne dit que des choses vraies. Mais en faisant un récit, il cherche à intéresser son lecteur, il cherche à lui communiquer l'histoire de ce qui lui est arrivé. Et là, c'est l'écriture résiliente. Où la vie, la résilience est déclenchée. On en parlait hier, justement, j'abordais la question lors de ce séminaire en parlant de Papillon également. C'est toute une autre résilience d'Henri Charrière. Et également, à un moment donné, on a abordé également Jorge Semprún, comme on dit en Espagne. Et effectivement, donc, comment ce livre est arrivé après pas mal de temps et un travail intérieur important, qui n'arrive pas toujours, même parfois chez des personnes qui sont a priori résilientes. Je pense souvent à Dalida, qui était tout le temps en train de défendre la vie profondément et qui, apparemment, on arrive au suicide. C'est dur à croire aussi, quelqu'un qui a lutté pour la vie tout le temps, qui dans ses messages encourageait les autres. Dans un célèbre entretien, elle dira « Le plus important, c'est la vie, c'est l'amour dans la vie ». Elle le répétera à plusieurs reprises. Et ça fait mal aussi. C'est pas toujours le mal de vivre est compliqué parfois. La vie est compliquée, la vie est passionnante et la vie est douloureuse. Personne n'échappe à la souffrance, aucun être humain échappe à l'angoisse. Parce qu'on se représente l'avenir. Et puis on se représente aussi le passé. Et donc on est toujours en train de traiter des choses qui ne sont pas dans le contexte et qu'on imagine. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un travail de représentation. Donc on se déclenche nous-mêmes nos angoisses. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, parce que si vous me parlez gentiment, vous allez être ma base de sécurité. Vous allez être ma figure d'attachement, et le fait de vous parler va me servir de tranquillisant. Mais c'est vous qui allez être mon tranquillisant. C'est pas le produit chimique, c'est notre relation qui va être tranquillisante. Relation parlée, ce que vous avez dit, l'interaction, ou relation écrite, c'est-à-dire relation imaginaire. Je vais chercher dans mon passé des mots que je vais adresser à un lecteur imaginaire. Et les deux sont importants. Vous voyez, les neuropsychiatres et les philologues se comprennent tout à fait. On est en train de faire une superbe séance. C'est la transversalité. Alors, on va laisser de côté les médicaments, les cachets. Non, absolument, là. Écoutez Amicalement Vôtre, une émission spéciale qui vous fera du bien. Oui. Il nous reste à peine quelques minutes, 2 minutes pour clore notre émission, hélas. Je vous cède la parole. Je crois que c'est à Boris de Boris de conclure. Oui, Boris Cyrulnik de conclure. En 2 minutes. En 2 minutes, c'est 1 minute de trop. Alors, en 2 minutes, je suis ravi d'être à Alicante. J'aime beaucoup venir en Espagne, mais j'ai été frappé par ce que vous avez dit. C'est le mot le plus recherché sur Internet. Oui, c'est l'agence EFE, l'équivalent de France Presse, qui a fait cette étude. Elle vient d'apparaître sur tous les journaux, et moi, j'ai été également percuté, parce que, on se demande pourquoi. Eh bien, c'est vrai partout. C'est vrai en Asie, où les Chinois, les Japonais, les Coréens travaillent, parce qu'eux aussi ont une histoire tragique. Je rentre d'Argentine, c'est le mot le plus recherché aussi, le Chili, les États-Unis. C'est étonnant. Ce mot a un succès planétaire et peut-être même interplanétaire. Et je pense que ce mot a un succès parce qu'il correspond à un besoin fondamental des êtres humains. Aucun être humain n'échappe à l'angoisse, aucun être humain n'échappe à la souffrance. Donc on a tous, un jour ou l'autre, on doit affronter l'idée de la résilience. Comment me remettre à vivre le mieux possible après un trauma? Et voilà pourquoi ce mot est le plus recherché, au point de vue scientifique aussi. Je crois que on va redemander un peu plus de Boris Cyrulnik chez nous, parce que dans la vie, on a besoin, ne serait-ce que de vous lire. Dans une heure, on aura l'occasion de l'écouter. Concrètement à 18h, à la faculté de lettres, conférence sur la résilience narrative. On vous invite tous, bien sûr, à être là et à nous suivre. Puisque cette émission est en live, vous avez le temps donc de nous écouter, d'y aller. C'est à l'Université d'Alicante, à 18h, c'est le bâtiment de géographie au rez-de-chaussée, Salon de Grados. Voilà. Alors, donc, moi, comme directrice du groupe Midel, je tiens à remercier profondément Monsieur Boris Cyrulnik de nous avoir accompagnés.
de nous avoir permis précisément de partager avec lui, non pas simplement des moments d'entretien, mais sinon des moments qu'on ne peut pas dire, évidemment, on ne va pas les dire là directement. Et j'en profite aussi pour remercier tous les participants, tous les conférenciers qui sont venus de loin, qui nous soutiennent, tous les membres du groupe Midel, qui nous soutiennent constamment et qui nous ont permis d'exister. Sans eux, on ne serait pas là. Merci à vous. Dans le prochain séminaire, il nous faut l'affection. Voilà, absolument. C'est parti. Merci beaucoup, monsieur Cyrulnik, monsieur Camarero, madame Peral. Et avec vous, c'était Pierre Vives qui vous a accompagné pour une émission de plus, Amicalement Vôtre, à écouter et à écouter encore et encore. Je vais le faire moi-même. Merci.